émission proposée par Hype FM. Je n'ai pas pour habitude de m'immiscer dans les émissions de notre grille de programme. Je me contente généralement de la réflexion collective menée lors de la réunion de rédaction, et les animateurs gèrent ensuite le contenu de leur émission. Cette règle souffre néanmoins quelques exceptions, notamment lorsque le thème de l'émission m'invite à m'exprimer sur un sujet propre à l'identité de la radio, à son éthique, à sa ligne éditoriale, ou à un positionnement politique engageant la responsabilité de la radio, que je me dois donc d'assumer en tant que président. La projection du film Une histoire de fou de Robert Guédiguian et son accompagnement sur notre antenne s'inscrit dans ce cadre. La sympathie que nous éprouvons pour Robert Guédiguian, l'homme de conviction et l'artiste, ainsi que l'admiration que nous inspire l'ensemble de son œuvre cinématographique, ne peut être mise en cause par le regard que nous portons sur certains aspects de ce film. D'ailleurs, d'un strict point de vue cinéma, le modeste spectateur que je suis considère qu'il s'agit d'un bon film. Le dialogue engagé avec l'auteur durant l'émission Carte sur table qui suit mon propos en soulignera les qualités, et c'est probablement ce qu'en retiendront un certain nombre de spectateurs. En ce qui nous concerne, et avec le regard qui nous est autorisé de porter en tant qu'Arméniens engagés dans l'actualité militante, nous avons relevé sur le fond du film quelques aspects discutables que nous ne pouvons laisser dans l'ombre. L'histoire de fou reprend pour thème essentiel une évocation de la lutte armée des années 70-80. Si nous avons été partie prenante du débat qui a agité les communautés arméniennes de diaspora sur ce mode d'action, c'était en concevant que devant le peu d'effet des seules démarches diplomatiques, certains puissent estimer qu'il était nécessaire d'avoir recours à d'autres moyens, plus percutants, plus impérieux, afin de rendre audibles les revendications arméniennes et contraindre la Turquie à les reconnaître. Mais pour s'inscrire pleinement et exclusivement dans ce cadre, et celui de la cause arménienne au sens plein du terme, il fallait une stratégie claire et sans ambiguïté, désignant la Turquie comme seul adversaire. Ce qui ne fut pas le cas, comme chacun le sait, de l'Azala, qui, instrumentalisé par l'URSS et son bras armé, la Syrie, s'était laissé entraîner dans la spirale du terrorisme international et son inévitable corollaire, les attentats aveugles et tous azimuts. Le film de Robert Guédiguian, bien qu'inspiré du récit de José Gurriarán, ce journaliste espagnol victime à Madrid de la bombe déposée sur la voie publique par l'Azala, reste une fiction cinématographique. Une fiction où se mêlent très librement l'histoire, avec un grand H, la transposition et l'adaptation de faits réels, des personnages composites que l'on tente de reconnaître ou de situer, et surtout un parti pris du réalisateur qui ne retient de la lutte armée que les attentats délibérément aveugles, admis et assumés. C'est un choix, celui de l'auteur, qu'on ne lui conteste pas et qui lui conduit à mettre en scène l'Azala. Mais n'est-ce pas une vision restrictive de ce qu'était réellement la lutte armée arménienne des années 70-80 ? Pourquoi, s'il fallait magnifier et justifier la lutte armée, ne pas avoir choisi de mettre en valeur ces combattants également engagés dans le processus radical, mais respectueux de la stratégie claire que nous évoquions précédemment ? Stratégie dans laquelle nous pouvions nous reconnaître et qui avait le mérite de valoriser l'image des Arméniens, servir la cause arménienne plutôt que la discréditer, de la populariser en la rendant admissible aux yeux de l'opinion, qui aurait été disposée à l'approuver et probablement à la soutenir compte tenu du capital de sympathie dont nous disposions alors. Au lieu de cela, nous avons inspiré l'horreur avec des bombes déposées dans des poubelles, dans des officines de tourisme, dans des agences de compagnies aériennes, faisant des victimes innocentes et dont le point culminant fut Orly, dont le film de Guédiguian se fait l'écho. Je ne sais pas si le film suscitera un débat chez les Arméniens, mais on voit déjà poindre les propos les plus opposés. Pour certains, les attentats aveugles ont permis de sortir le problème arménien de la confidentialité dans lequel il était confiné. Argument un peu court, mais on est là dans le registre des propos du Café du Commerce, et j'ai dit plus haut ce que j'en pensais. Pour d'autres, cette période est à oublier, ou plutôt à ne pas exhumer, même si Robert Guédiguian ne fait que rappeler des faits qui se sont déroulés en essayant louablement de les inscrire dans une démarche qu'il a voulu pédagogique. Et les faits sont têtus. Et au lieu de se plaindre aujourd'hui de les voir ressurgir à l'occasion de ce film, pourquoi a-t-on laissé faire, voire encouragé ? N'aurait-il pas fallu que les acteurs entraînés dans cette folle spirale soient politiquement plus matures et surtout plus lucides sur ce qu'impliquaient, à terme pour les Arméniens, ces actes déments et irresponsables
dont on regrette aujourd'hui qu'ils polluent leur image. Enfin, le film débute par l'exécution de Talat, poursuivi dans le cadre de l'opération Némésis par Télévian. Elle est suivie d'une séquence extrêmement intéressante du procès. Mais le saut dans le temps, sans transition, entre l'issue du procès et la période contemporaine mettant en scène Lasala, bien que jamais nommée ainsi, donne artificiellement l'impression d'une filiation entre, d'une part, Télévian, le justicier, exécuteur de la sentence prononcée par le tribunal turc à l'encontre du bureau du peuple arménien, et d'autre part, les membres de Lasala, qui régulièrement y font ostensiblement référence. Or, il ne peut y avoir de lien entre eux, tellement ils sont opposés, tant au plan de la stratégie que de l'éthique. Pour les justiciers de l'opération Némésis, dont Télévian faisait partie, les cibles sont parfaitement identifiées. Il s'agit exclusivement des responsables du génocide des Arméniens qu'ils ont pourchassés dans toute l'Europe. Et contrairement à Lasala, pas de victimes innocentes, pas de victimes collatérales. On le voit, ce n'est donc pas auprès de Lasala qu'il faut rechercher les héritiers de Télévian et de tous les acteurs de l'opération Némésis, et c'est dommage que le film puisse le laisser supposer. Le long entretien que nous avons eu avec l'auteur vous éclairera sur des aspects du film qui ne sont pas évoqués dans mon propos, et qui vous inciteront sans doute à vous rendre au cinéma afin de vous faire une opinion globale de cette œuvre qui ne laisse pas indifférent. Je vous souhaite une bonne écoute de l'émission qui suit. Nous sommes de purs révolutionnaires, solitaires, indépendants, orgueilleux et fiers. Aucune force au monde ne pourra salir notre lutte ni épuiser notre volonté. Vos pères se vengeaient comme Télérian. Et au moins ils ont tué une cinquantaine des 500 criminels de la liste qu'ils avaient établie. Depuis, plus rien. Votre génération a renoncé. Vous êtes vos propres fossoyeurs. Soyons les héritiers de Télérian et finissons son œuvre de justice. Justice pour le peuple arménien. J'ai toujours dit que j'étais arménien. Je n'ai jamais trahi personne. Je te respecte pour ça. Et pour le reste, tu me méprises. Mais on a toutes les raisons de penser qu'il s'agit de terroristes arméniens. Aram a mené à cet attentat. Il est parti rejoindre la lutte armée. À Beyrouth. Je suis arménienne. Je voulais vous demander pardon. Je me fous du peuple arménien. C'est peut-être mon fils qui vous a fait ça. T'as déjà blessé ou tué quelqu'un d'innocent? Tu dois arrêter d'y penser. Les vrais âmes pensent. La plupart des Arméniens sont contre la violence. La plupart sauf votre fils. Qu'est-ce qu'il veut, Gilles Tessier? Il veut parler à Aram. Fais ça pour moi. C'est de la folie. Il y a des pages qu'on ne tourne jamais. Si Gilles veut voir son bourreau en face, je le comprends. Et son bourreau, c'est mon fils, figurez-vous. Histoire de fou, le dernier film de Robert Guédiguian est dans les salles depuis ce mercredi 11 novembre. Présenté en séance spéciale hors compétition du Festival de Cannes cette année, Histoire de fou raconte plusieurs histoires à la fois. Celle d'abord indirectement du génocide, celle de l'assassinat de Talat Pacha par Soromon Télévian, celle de la lutte arménienne des années 70-80, où une partie de cette lutte et de ses acteurs est celle des parents des combattants engagés dans ce mouvement. C'est avec Robert Guédiguian que nous évoquerons, nous discuterons de ce film. Robert Guédiguian, KPFM accompagne à chaque fois à la sortie de chacun de ces films. Bienvenue Robert Guédiguian dans nos studios. Première question, pourquoi ce film? Après L'Armée de crime, peut-on dire que Robert Guédiguian a été pris de ce genre, que les histoires d'armes et de lutte vous travaillent, vous passionnent désormais? Oui, non, on peut dire plutôt que toutes les problématiques révolutionnaires m'ont toujours passionné depuis que je suis tout petit. En fait, je suis tombé dedans quand j'étais petit, mais donc ça appelle aussi à des moments comme ça qui sont des moments intenses. En fait, je crois que si on veut connaître un fleuve, en fait, c'est au moment de ses crues qu'il faut l'observer. C'est pas au moment lorsqu'il est à sec. Donc même si on veut parler, justement, je voulais parler des 100 ans en fait qui viennent de passer qui viennent de s'écouler de ce siècle, comme ça, sur le fait arménien pour les uns, sur la cause arménienne pour les autres. Et je crois qu'il fallait donc prendre des moments de crue.
C'est-à-dire les moments où effectivement l'histoire se déchaîne, les moments de tempête. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'ai considéré que 3 grands moments, en fait, dans cette tragédie épisodique, hein, on pourrait dire, qui a été la vie du peuple arménien depuis un siècle. 3 moments évidemment de très grande importance, de crue, sont bien entendu le génocide, hein, bien sûr. Ensuite, la lutte armée pour la reconnaissance de ce génocide, quelques 60 ans plus tard, qui a duré une dizaine d'années, et évidemment, le film se termine tout de même sur un épilogue, qui est le 3e acte, en fait, de la tragédie, c'est-à-dire la nouvelle Arménie indépendante, donc la fin de l'Arménie soviétique, la désoviétisation, et la naissance de ce petit État, qui est encore dans des conflits, comme tout le monde le sait, surtout sur cette antenne, tout le monde est au courant, et, conflit, tremblement de terre, faiblesse économique, etc., voilà. Donc c'est ces 3 moments-là je pense qu'il fallait, si je voulais être synthétique, si je voulais avoir ce que je voulais d'ailleurs, au fond j'avais l'ambition. Synthétique, mais quand même 2h14. C'est ça. Mais ce que j'ai dit à la présentation, si vous voulez, j'ai fait une présentation un jour où j'ai dit, écoutez, c'était quand même très dur, quoi. Il fallait faire effectivement quelque chose en 2h14 de raconter un siècle, c'est pas facile. Voilà. Alors vous avez voulu que ce film soit aussi pédagogique, vous l'avez dit, parce que on a une histoire qui n'est pas connue encore et la lutte armée était là pour la faire connaître, mais malgré tout, 100 ans après, on a encore besoin de dire aux gens ce qui s'est passé il y a 100 ans et pas seulement l'épisode du génocide. Vous commencez le film avec le procès de Talat, donc le procès de Soromonter Ilirian, et là, extraordinaire, tout est en allemand. Eh oui. On est dans l'ambiance de ce procès. Oui, ça j'ai voulu, je suis très fier de ça, hein, j'ai voulu, pour ainsi dire, constituer une archive, en fait, une fausse archive, mais qui est en partie vraie, c'est-à-dire que les textes sont évidemment les textes du procès, c'est les minutes du procès, évidemment ça se passe en langue allemande, bien entendu, sous-titré, et c'était tourné en noir et blanc, qui est la couleur de l'époque, le cinéma de l'époque était en noir et blanc, voilà. Alors on est dans la fiction puisque ça se passe pas exactement comme ça. Non. Il n'est pas abattu dès qu'il sort de chez lui. Non, c'est pour ça que c'était une fausse archive. Il fallait aussi qu'il y ait des rythmes de film et des choses. Mais en fait, c'est parce que avec des histoires vraies, le cinéma évidemment déroge toujours à des choses. Le cinéma doit toujours s'occuper de son propre rythme. C'est la chose essentielle pour que le film fonctionne, bien entendu. Donc il faut juste veiller à ce qu'il n'y ait pas de contresens. Voilà. Mais évidemment, il y a des raccourcis, il y a des choses qu'on change, etc. Il y en a d'autres d'ailleurs dont on parlera peut-être. Alors vous expliquez comment cette opération, même si l'histoire racontée par Soromonter Ilirian lui-même, comme quoi il a vu comment sa mère, ses parents, ses sœurs, frères étaient assassinés, toute la population, et alors que nous savons qu'il n'était même pas sur place à ce moment-là, et que ça s'est pas passé exactement comme ça. Il était missionné pour accomplir cette tâche. Et vous montrez, et là c'est Gérald Papazian qui joue ce rôle, avec ses petits regards, disant tacitement à Soromonter Ilirian, t'inquiète pas, t'as bien fait, t'as bien parlé. Donc tout est organisé finalement. Oui, bien sûr, et je trouve ça assez formidable, je trouve que c'est une très belle histoire aussi. Et là aussi c'est une répétition générale, j'allais dire un petit peu de ce qui s'est passé ensuite avec ce qu'on a appelé les traqueurs de nazis. C'est-à-dire que j'ai toujours, ça depuis que je suis gamin, j'ai toujours applaudi, moi, ces actes-là de justice, ces actes qui ont à voir aussi avec qu'on accomplit quand on est jeune, en fait, avec ces actes où on rétablit la justice, parce que le droit national ou international ne l'a pas fait, voilà. Donc c'est sûr que cette organisation, cette opération Némésis, c'est une opération extrêmement, fascinante, quoi. Je veux dire, d'avoir traqué comme ça, dans le monde entier, les principaux génocidaires et d'avoir fait œuvre de justice en les exécutant. J'ai toujours applaudi des deux mains, évidemment, ce type d'exécution, vous l'imaginez. Et puis, et surtout aussi, quand même, dans le procès Ilirian, bien entendu, ce que je trouve formidable, c'est le verdict. Mm-hmm. Donc, le tribunal, c'est-à-dire qu'un jury populaire, en fait, applaudissent des deux mains avec moi, comme je viens de le dire, c'est-à-dire d'un coup, disent non coupable, c'est-à-dire c'est un verdict moral, c'est un verdict au-dessus du droit. Le droit ne reconnaît pas, effectivement, mais le public le reconnaît.
Et vous Moi, je évoquez trouve aussi, que c'est la plus belle reconnaissance du génocide arménien, ce que fait ce jury populaire-là. vous évoquez aussi la responsabilité de l'Allemagne parce que cette année encore, l'Allemagne a failli reconnaître le génocide et on en est encore très loin parce que le film parle du besoin de reconnaissance, Oui. mais de la pression parce que la lutte armée était aussi sûr. pour mettre la pression sur les États pour reconnaître et aujourd'hui, 100 ans après, il y a toujours, Oui. on va dire, il se fait une sorte de commerce autour de cette thématique. Et on a vu Angela Merkel aller à Ankara il y a Oui, là, quelques semaines récemment, encore. Donc ça veut dire qu'on a encore du travail à faire et le message est toujours persistant par rapport aux besoins de reconnaissance. Bien sûr, mais je crois que je crois que c'est toujours, bon, ça, on en a parlé plusieurs fois, même ici avec vous. C'est vrai que la puissance d'un État, effectivement, par rapport à une négation, est extrêmement 1000 fois, 1 million de fois plus forte que des individus qui nient. Un État, ça a des moyens, évidemment, diplomatiques, bien sûr, mais surtout géostratégiques, économiques, financiers, etc., bien entendu. Et les pressions sont extrêmement fortes. En ce moment, la Turquie est objectivement, je veux dire, les Européens cherchent à s'allier avec la Turquie pour faire front, ça, comme vous le savez aussi, pour faire front par rapport à la masse de réfugiés politiques syriens. Et la Turquie, évidemment, du coup, la Turquie a beau jeu de continuer à nier ce génocide et même de développer à nouveau un argument nationaliste qui reprend du poil de la bête. Hein. Alors on va revenir au contenu du film, mais quelques mots sur les acteurs, toujours avec Ariane Ascaride, avec Simon Abkarian, un fidèle finalement, Bien parce sûr. que vous avez déjà fait des films avec lui, mais des jeunes aussi dans ce film. Oui, il y a un jeune acteur qui n'avait pas travaillé avec moi, il avait très peu travaillé d'ailleurs, il avait fait un petit peu de théâtre, très peu de cinéma, qui s'appelle Cyrus Shahidi, qui est d'origine iranienne, il est né à Paris, mais d'origine iranienne, donc il a physique, en fait, il pouvait passer pour le fils de Simon et d'Ariane. Et il est formidable, c'est un très beau garçon, c'est un bon acteur, c'est un de ses premiers rôles importants. Il y a Grégoire le Prince Ringuet, avec qui j'ai joué déjà, qui a déjà joué avec moi plusieurs fois. Je pourrais dire avec qui j'ai joué, parce que faire du cinéma, même si on est très sérieux, c'est qu'on a joué avec les techniciens, avec les acteurs avec qui on travaille. C'est un travail, mais c'est un jeu. Donc Grégoire, et puis Razan Jamal, qui est l'amoureuse Anaït dans le film, qui est amoureuse de Haram, donc qui est une actrice libanaise. Enfin, il y a beaucoup d'acteurs libanais. Alors oui, parce que on va le dire, le film est tourné à Marseille. Et sans oublier Robinson Stevenin quand même, qui a la performance. En fait, c'est-à-dire Robinson Stevenin joue Tellerian. Il joue Tellerian, c'est-à-dire qu'il joue tout son texte qui est très long et très abondant. Il joue tout ce texte-là en langue allemande. En plus, je lui ai demandé de rouler les airs pour avoir une espèce d'accent oriental dans la langue allemande. Et je lui ai fait un phoné d'ailleurs, parce il a un nez en trompette, en fait, Robinson. Et je me suis dit, écoute, donc je lui ai fait un phoné, je lui ai fait un nez droit. Donc il a un postiche. Et je trouve sa performance tout à fait, il faut le souligner, quoi. C'est exceptionnel ce qu'il fait, quand même. Il y a plusieurs choses qu'il faudra souligner. D'abord, l'utilisation des langues locales. On a parlé de l'allemand, très peu d'arabe, mais bon, des discussions entre les militants palestiniens ou chrétiens, etc. Mais surtout beaucoup d'arméniens, que ce soit dans la famille, que ce soit la grand-mère qui chante. Et vous avez donné beaucoup d'espace à la musique et au chant arménien. Oui, mais il le fallait, parce que ça fait partie. Je pense que, justement, je mets tout ça sous l'ambition dont je parlais tout à l'heure. C'est vrai que un des piliers, quand même, je veux dire, de l'être arménien, c'est la danse, la musique et le chant. Donc il fallait absolument souligner ça. Il fallait souligner ça dans des personnages. Le Simon Abkarian danse très bien. Bon, il y a une scène où il danse comme ça tout seul, qui est à mon avis très 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 réussi. Et puis il y a aussi la fête avec le fête où tout le monde danse et où on voit que tout le monde sait danser, connaît cette danse-là. C'est une kotchari, une danse évidemment très classique. Il y a aussi l'église. C'est très connu. Il y a l'église, il y a le chœur. Oui. Voilà. Donc il y a vraiment de quoi satisfaire un peu cette. Les musicologues arméniens. Voilà. Oui. Et puis donc on a parlé. C'est le chœur de l'église de Marseille d'ailleurs qui est exceptionnel, qui est très très beau. Tout à fait.
Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. L'histoire commence, on l'a dit, avec l'assassinat de Talat par Sir Montehillian, et vous voulez dire dès le départ que Sir Montehillian a eu ses héritiers. Déjà, Gérald Papazian, sur le bateau, il indique à ses camarades de l'opération Némésis, c'est clair que il faut traquer les responsables du génocide, mais attention, une victime par exécutant. Et c'est très important parce que sinon ça peut dégénérer. Et attention aussi, et ça on le sait dans l'opération Némésis, pas de victimes innocentes dans l'histoire. Alors que plus tard on verra que les choses vont changer dans votre film. Alors pourquoi vous n'avez pas pris comme héritier des gens qui refuseraient d'emblée d'avoir de victimes innocentes? Parce que dans cet attentat à Paris, il voit Aram qu'il y a un jeune en bicyclette, sur une bicyclette, et il hésite, certes, mais finalement... Oui, mais je crois que si vous voulez, ce que j'ai montré cette opposition, le film, effectivement, le débat se construit sur cette opposition-là. En tout cas, lorsqu'Aram fait ça, il pense effectivement qu'il n'y aura personne. Il ne sait pas, il sait rien. Il ne sait pas si le cycliste va être blessé. Il ne sait pas l'importance de la déflagration. Il sait rien, c'est-à-dire que il appuie, c'est son premier acte. Effectivement, il y a un cycliste qui est à côté. Le cycliste aurait peut-être, selon la puissance de la bombe que évidemment Aram ne maîtrise pas, il aurait pu ne pas être touché. Je pense qu'Aram aurait souhaité ça. Et tout de suite, effectivement, il est confronté à ce paradoxe absolu de toute lutte armée quand même. Cela risque de faire des victimes innocentes. Et effectivement, bien entendu, j'avais déjà travaillé ça dans l'armée du crime beaucoup. La lutte armée n'est concevable que s'il n'y a pas de victimes innocentes. Mais il ne peut pas ne pas y en avoir aussi. Ça peut arriver. Voilà. Il faut entourer effectivement son combat à ce moment-là de précaution, enfin de luxe de précaution, du maximum de précaution, effectivement, pour qu'il n'y en ait pas. Et effectivement, ce que je fais, c'est que d'emblée avec ça, et dès qu'il se retrouve à Beyrouth, il est dans la culpabilité de ça. C'est-à-dire que dès qu'il est à Beyrouth, on est déjà dans le débat, effectivement, dont vous venez de parler. C'est-à-dire qui est carrément d'ailleurs cité dans le film, c'est-à-dire la fin ne justifie pas les moyens. Mais qui veut la fin veut les moyens. Et si on veut les moyens, il peut y avoir, de manière absolument involontaire, il peut y avoir des accidents. Oui, bien entendu. C'est ce qui est arrivé. Votre histoire de fou, est basée sur un récit réel, puisque les années 70-80 étaient les témoins de cette période de violence qu'on appelle la lutte armée, où il y avait ce débat chez les Arméniens entre la lutte armée, les opérations ciblées et les opérations aveugles. Et Orly en est la démonstration la plus flagrante, on va dire. Absolument. Voilà, moi, je condamne Orly à 100%, d'ailleurs. Comme vous justement, quand vous dites qu'on pouvait ou qu'on peut, même dans la lutte armée, faire en sorte qu'il n'y ait pas de victimes, qu'on fasse attention, qu'il n'y en ait pas après, il peut y en avoir par accident. Et ces actions-là, c'était pas par accident. Aram a vu mais ça, si vous voyez, non, il a vu plusieurs, ça on vient d'en parler. Il voit le jeune homme, il panique, il a un bouton à la main, il appuie. Mais ce jeune homme-là, il ne sait pas s'il va sauter avec ou pas. Quand même, on voit dans son regard qu'il a compris qu'il allait sauter avec. C'est une interprétation. Il lui demande de s'en aller, ça lui fait peur, il le fait, il panique, c'est un moment de panique. Sinon, Aram prend très clairement position. Si vous voulez, à la fois, je veux pas dévoiler le film, mais Aram, il prend tellement position contre effectivement les actes type Orly, qu'il se fait tuer pour ça. Oui. Il est assassiné pour ça ensuite. Donc il est tué par ceux qui effectivement ont préparé Orly. Alors, justement, ce qui est dans l'histoire vraie. Justement, les Arméniens sont très sensibles à votre film parce que on est l'année 2015, parce que c'est le centenaire du génocide et parce que on est obligé de donner une interprétation au-delà de l'art et du cinéma, une interprétation politique à votre film, qu'on le veuille ou pas. Oui, bien sûr. Et on se pose la question, est-il juste que Robert Guédiguian sorte ce film en 2015 parce que les Turcs peuvent s'attendre à ce genre de film où la violence arménienne, ou ce qu'ils diront la violence gratuite, sera démontrée par des Arméniens. Il faut que vous interrogiez les gens et que vous fassiez attention à ce que vous avancez. Parce que moi, d'abord, l'opinion des Turcs, je m'en fous. Déjà. En tout cas, des Turcs fascistes, je m'en fous. Premièrement. Donc, les Turcs ne changeront pas d'idée avec ça. Par contre, mes camarades turcs, par exemple, Pinar Selek, camarades turcs auxquels je dédie le film, je veux dire, aiment le film, j'ai fait des débats avec eux. Et eux, effectivement, comprennent effectivement que cette lutte armée ait pris naissance 60 ans plus tard, parce qu'effectivement, cette cause-là était complètement
enterré. Voilà. Et si on parle de cette cause, il faut en parler de manière, je veux dire justement, ça c'est mon travail et ma responsabilité, il faut en parler en disant la vérité des choses, donc les contradictions qui peuvent exister. Et je crois, de manière, et cette fois, alors, définitive, je le dis, je fait plusieurs années que je crois ça, mais je le crois encore plus aujourd'hui, et je pense que je vais aller de plus en plus vers ça, que la vérité est toujours bonne à dire. Voilà. Tout le temps. Et le film montre effectivement, montre de manière très très claire que c'est même les extrémités, les extrêmes auxquels ont été conduits effectivement certains Arméniens, et la résultante directe d'abord d'une volonté génocidaire prise 60 ans plus tôt, et cette volonté génocidaire, et non seulement celle-là, mais et la conséquence aussi directe de la manière dont les puissances occidentales se sont comportées. Donc quand on fait de l'histoire, il faut faire de l'histoire. C'est-à-dire quand on fait de l'histoire, il faut la faire vraiment, il faut dire la vérité, et je crois que le cinéma, comme l'histoire d'ailleurs, doit dire la vérité. Alors la question, est-ce que donc, si vous voulez, et que la vérité est toujours juste, puisque je réponds justement à l'originalité de la question au début, de votre question, est-ce que c'est juste aujourd'hui? Je pense que la vérité est toujours juste. Aujourd'hui, hier, demain, tout le temps. Alors on ne peut pas aller à l'encontre de cette idée, mais si vous n'êtes pas responsable s'il y a eu des attentats, des opérations ou attentats, comme on dit, aveugles, mais en tout cas, en tant que cinéaste, vous aurez pu prendre aussi le pari de raconter l'histoire de ceux de la lutte armée qui n'ont pas accepté dès le départ et dans toutes leurs opérations qu'il y ait, des victimes innocentes, parce que mais ça, si vous voulez, je crois que mon personnage est comme ça. Donc n'essayez pas de tirer le débat, je vois bien où vous voulez venir. Je parle en plus de l'idée de lutte armée en général, je veux dire, effectivement, pour tout spectateur, ignorant complètement de toute cette histoire, il ne va pas dans les distinctions où vous voulez m'amener là. Entre l'Azala et les justiciers. Et voilà, bon, bien sûr, je sais ça par cœur, vous l'imaginez. Voilà. Je n'ai pas voulu, effectivement, rentrer dans ce détail-là, en plus, parce que ce détail-là, il noirait absolument, personne ne comprend rien du tout. Je crois même que beaucoup d'Arméniens qui nous écoutent ne comprendraient pas ce débat, parce que bon, si on fait l'histoire des Dashnak, de l'Azala, des Dashnak pendant la guerre, etc., bon, de ce qui s'est passé au moment. D'ailleurs, l'Azala est une émanation directe du parti Dashnak, hein, c'est parce qu'ils sont mécontents de Beyrouth. Je le pense pas, hein. Je le pense sincèrement. Moi, je crois. Mais bon, vous voyez le débat. Déjà, là, quand on parle comme ça, là, je crois que, tous les deux, je pense que personne ne comprend rien à ce qu'on dit, hein, je veux dire, sauf les spécialistes. Mon idée, elle est très simple. Et si vous voulez, dans un film, il faut quand même être un petit peu abstrait. Il faut raconter les choses de manière un petit peu plus universelle. Ce que je peux vous dire, c'est que je viens de faire effectivement 40 débats. Hein, je veux dire, voilà. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des salles entières de cinéma qui sortent en larmes, qui comprennent qu'à un moment donné... On va en parler. Qui comprennent qu'à un moment donné de leur histoire, qui comprennent aujourd'hui, ils ne le savaient pas, à un moment donné de leur histoire, les Arméniens ont été conduits effectivement à s'engager dans une lutte armée, dans quelque chose qui dépassait le combat diplomatique, etc., parce que le combat diplomatique ne servait plus à rien. Et vous voyez, ils n'entrent absolument pas dans les espèces de querelles, voilà. Oui, non. Moi, je parle du point de vue arménien, non pas pour rentrer dans le débat si nous sommes pour ou contre l'Azala. C'est tout simplement, vous aviez la chance d'attraper l'histoire de notre côté en disant que regardez, en cette année centenaire, c'est peut-être pas votre souci que ce soit une année centenaire. Vous êtes cinéaste, d'abord, je dirais. Mais il y a l'histoire de ceux qui ont fait la lutte armée avec l'éthique de se remonter, Liriane. Mais vous venez de le dire vous-même. Je veux dire, j'en parle avec Liriane, on le voit. On voit effectivement les gens de l'opération Némésis que ce souci-là, et c'est cité dans le film, c'est sous-titré, donc c'est encore plus lisible même que si c'était en langue française et plus appuyé. Et ensuite, effectivement, mon personnage principal quitte la lutte armée parce que justement, elle va dans un sens où il ne veut pas aller. Donc, je pense répondre là absolument à l'exigence que vous réclamez. Alors, nous allons parler, vous montrez quand même qu'il s'agit bien de l'Azala, puisqu'il y a les posters derrière, oui. Et il y a les photos de Arafat, parce que le contexte international était important à ce moment-là. Abu Nidal, Arafat, etc. C'est un peu le terrorisme, ce qu'on appelle le terrorisme international, alors que, pardon si j'y reviens, les autres, les justiciers, les commandos justiciers du génocide arménien, c'était un mouvement arméno-arménien ne dépendait ni de Saddam Hussein, ni de Hafez al-Assad, ni de Yasser Arafat, si vous voulez. D'où l'importance de la spécificité
arménienne et des objectifs bien clairs, et de l'héritage de ce roman télérien, si je puis dire. Et là, vous voulez montrer que on est dans la Beka, c'est là que les choses se passent, et c'est là que Aram se rend avec Anaïd pour s'entraîner et vous montrer le vrai visage de l'autre côté de ce mouvement, c'est-à-dire les plus durs qui veulent absolument aller bomber les compagnies aériennes, même s'il y a un débat interne qui dit on ne veut pas qu'il y ait de victimes, et le chef il dit non, on s'en fout des victimes innocentes italiennes ou portugaise. Vous avouerez qu'il est montré comme le méchant du film. Hein. C'est le seul personnage, comme on dit dans les westerns, c'est le mauvais, quoi. Hein. C'est-à-dire, c'est un très bon acteur d'ailleurs que j'aime beaucoup. C'est Rodney Haddad qui est un ami libanais, donc qui est un acteur libanais qui joue. Et qui prend lui aussi l'accent arménien en parlant le français. Absolument. Et il joue le méchant, quoi. Voilà. Oui. C'est-à-dire qu'il est clairement désigné comme le mauvais dans le film. Vous pensez à quelqu'un à ce moment-là? Le personnage, oui, c'est librement inspiré d'Agop-Agopian, évidemment. Évidemment, pour les gens qui savent, c'est clair comme de l'eau de roche pour les gens qui savent. Mais pour les gens qui ne savent rien, c'est juste l'incarnation d'une position qui effectivement est fortement contestable et contestée par le film. Alors c'est vrai que le film est entouré, il y a un choix iconographique qui relate un peu la période, on est dans les années 70, donc c'est les posters dans les maisons arméniennes ou dans des centres arméniens qui rappellent un petit peu l'ambiance politique. Votre héros, il est communiste, il adore Che Guevara, il adore Lénine. Ceci explique cela aussi, hein, pardonnez-moi, je réponds donc un petit peu plus tard à votre développement, mais évidemment que moi, je veux dire, ce qui m'intéresse aussi dans les quelques personnages, comme ça, y compris dans Aram, c'est qu'effectivement, sa problématique se double d'une problématique, c'est vrai, communiste, révolutionnaire, le poster de Che Guevara, etc. Voilà, ce personnage-là, il est un type comme ça. Et c'est en ça aussi que je fais œuvre personnelle aussi. C'est-à-dire, il va de soi que vous connaissez mon attachement à Che Guevara. Alors, on va continuer à parler du film en tant qu'histoire parce que c'est vrai que c'est un film qui ne laisse pas insensible et vous rendez un hommage très important, très appuyé aux parents des combattants. Oui. Leurs souffrances, leurs incertitudes, ils savent pas où sont leurs enfants, mais ils sentent quelque chose. C'est presque la première fois qu'on fait parler autant. Vous faites parler, vous montrez les parents. Oui, mais je crois que c'était une manière d'universaliser en fait les choses aussi, parce que je veux dire, tous les parents du monde, ont peur que leurs enfants s'engagent. Je veux dire, tous les parents du monde ont peur que leurs enfants, évidemment, j'allais dire même en France aujourd'hui, il y a une manifestation. Alors, a fortiori, évidemment, quand leurs enfants s'engagent dans la lutte armée, même si eux, ou certains d'entre eux, pensent que cette lutte armée est légitime, mais légitime ou pas, il y a une espèce de... quel père, quelle mère n'a pas peur de perdre son enfant? Je veux dire, que son enfant meure avant qu'il meure eux-mêmes, ce qui donc c'est le contraire de la logique naturelle, quoi. C'est-à-dire, ça ne devrait pas être, ça ne devrait pas exister. Donc, bien sûr, je voulais montrer cette tension-là pour universaliser l'histoire. C'est que pour moi, cette histoire, indépendamment d'ailleurs de ce qu'on dit quand on entre dans des détails, etc., qui sont intéressants par ailleurs, hein, je veux dire, mais je voulais que cette histoire, évidemment, à partir du cas particulier des Arméniens, c'est-à-dire le pire qui existe dans l'humanité, c'est-à-dire un génocide, une génération, 2 générations, 3 générations, comment effectivement, par rapport au traumatisme que constitue un génocide, comment se mettre en place des stratégies différentes de vie et de survie. Ça veut dire d'oubli et de mémoire, en fait. Les deux, mélangés, de mémoire refoulée, de mémoire qui explose, de vengeance et de justice, que des couples contradictoires comme ça dans des stratégies. Et ça, je voulais évidemment que ça puisse se reporter, ou se rapporter, d'ailleurs, comme on dit en mathématiques, à tous les exemples comme ça, je veux dire. Évidemment, je pense que tous les gens qui ont connu des guerres, qui ont connu dans leur histoire des actes aussi extrêmes, peuvent s'identifier au film. Et je crois qu'ils peuvent s'identifier par des choses qui sont tout à fait universelles. Donc évidemment, la chose la plus universelle qui existe, c'est le rapport entre des parents et des enfants.
un rapport qui est un peu tendu parfois dans ce film, parce que le père, c'est un personnage, comme on en a peut-être beaucoup vu dans cette génération, qui veulent une vie apaisée, tranquille, vivre tout simplement dans ce pays d'accueil, alors que cette nouvelle génération n'en peut plus de voir que leur histoire est tout simplement méprisée par l'ensemble des voisins, des États, de tout le monde, et d'où le conflit générationnel. Bien sûr. Mais en fait, si vous voulez, après, là aussi, c'est le père dit, moi, tout simplement par la culture, en fait, je maintiens l'Arménie vivante, voilà. Bon. Il dit, je mange arménien, je parle arménien, je danse arménien, je chante arménien, ce que je disais tout à l'heure, l'importance de la musique, voilà. Je vais à l'église, je fais la commémoration chaque année du 24 ans, mais ça suffit pas au fils. Mais je veux dire, effectivement, le fils pense qu'effectivement, tout ça va conduire petit à petit à une extinction et réagit tout à fait différemment. Pour moi, les deux, c'est marrant, parce que pour moi, c'est marrant, c'est pas marrant. Pour moi, les deux stratégies sont complètement complémentaires, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que, et c'est bien ce que montre l'espèce de, j'allais dire, de réconciliation après la mort du fils. Effectivement, c'est pour ça que la scène, effectivement. Ne racontez pas tout. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, mais c'est pour ça qu'il y a une scène à la fin qui est extraordinaire, qui touche absolument tout le monde et qui touche là. Alors ça, je peux vous l'assurer, j'en suis très fier, qui fait évidemment pleurer la terre entière, quoi, qui fait pleurer. Je suis allé en Espagne, en Suisse pour l'instant. Les gens pleurent aussi, même des gens qui ne connaissent rien de cette histoire. Mais vous parlez du père, aussi il y a le cri de la mère, à un moment très douloureux aussi, qui est très fort, qui est très sincère. On se dit, on n'est plus dans le jeu d'acteur, on est dans quelque chose d'explosif, de réel qui se produit à ce moment-là. Oui, mais ça, les acteurs sont formidables dans ces cas-là. Ils disent ça d'ailleurs, comme ça, il faut créer les conditions, ils ne jouent plus, ils sont. En fait, ils sont les personnages. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ne jouent pas. Alors, on l'a dit, on est dans le récit d'une vraie histoire, et revenons quand même à l'explication ou à, comment je dirais, le souci de certains aujourd'hui de se dire, je reviens à la question politique, le pourquoi de ce film en cette année centenaire, on aurait pu sortir ça plus tard, et vous avez dit, je m'en fous des Turcs, surtout fascistes, mais quand même, ça peut créer des réactions chez les Turcs aussi. Au moment où, parce que dans plusieurs instants de ce film, on parle de vengeance, on parle de haine, on voit la grand-mère chanter à sa petite fille une chanson réclamant justice, mais vengeance aussi. Donc, vous répandez ce sentiment de haine. Je ne dis pas que ça n'a pas existé, mais je me pose la question politique. Est-ce qu'il fallait mettre cela en avant cette année? Moi, je crois, vous savez, bon, faisons un peu de théorie. Hein, je veux dire, Max Weber parlait de l'éthique de conviction et de l'éthique de responsabilité. Hein, voilà. Je crois plus du tout à l'éthique de responsabilité. L'éthique de responsabilité, vous savez ce que c'est? Ça consiste à dire, selon les circonstances, des choses qui plaisent plus ou moins, selon l'opportunité, selon le moment dans lequel ou auquel on les dit. Qui plaisent ou qui sont utiles pour le moment. Voilà. Je suis de plus en plus résolument contre ça. Je suis que pour l'éthique de conviction. Voilà. Je dis ce que je dis, et je crois qu'il faut toujours dire, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur la vérité. C'est-à-dire, je pense que il faut toujours dire ce dont on est convaincu, indépendamment d'une stratégie. C'est-à-dire, là, vous savez, c'est comme si quand on dit le mot génocide, par exemple, c'est stratégiquement, en Turquie, il faudrait pas l'utiliser, on aurait plus de chances que les Turcs reconnaissent l'extermination, par exemple, que le génocide. Bon, ils n'aiment pas le mot, voilà. Dans la diaspora, effectivement, on a toujours dit génocide. Je pense que c'est des mauvaises questions, en fait. Mais l'éthique de responsabilité, c'est quand même beau. Quand dans la diaspora, non, c'est pas toujours, non, c'est pas, je crois que ça a créé parce qu'il faut penser aux conséquences. Des ambiguïtés terribles. D'abord, je fais le film en France, hein. Oui, pardonnez-moi. Déjà. Bon. Donc, je fais pas le film en Turquie pour le public turc. Beaucoup de mes films sont sortis en Turquie. Y compris ceux qui parlaient du génocide, d'ailleurs. Je veux dire, le voyage en Arménie ou l'armée du crime. Et ont bien fonctionné là-bas. Mais ils ont bien fonctionné chez mes camarades turcs, c'est-à-dire chez des gens qui aujourd'hui en Turquie se battent pour plus de démocratie, plus de justice, plus de liberté. Ceux-là ont aimé mes films déjà, les précédents, et peut-être verront-ils celui-là, j'en sais rien. Mais moi, quand je fais un film ici et maintenant. Je fais pas un film pour la Turquie, pour
Et je pense qu'Erdogan se fout éperdument de mon film, et qu'il n'a pas besoin de mon film pour effectivement continuer à nier, et nier de plus en plus fort en ce moment, puisqu'ils sont en train de réexalter un nationalisme qui est le berceau de la négation. Mais ceux qui sont à mi-chemin, qui diraient que certes il y a eu quelque chose, on comprend mieux maintenant, et ce film nous explique quand même qu'il y a eu cette histoire génocidaire, mais quand on voit les Arméniens dans cette haine, dans cette envie de se venger, c'est l'histoire, hein, où on n'a rien à dire, mais le sortir aujourd'hui en cette année centenaire, ça veut dire que les Arméniens nous en veulent toujours, quoi qu'on fasse, ça marchera pas, et que nous, qui voulions nous rapprocher des Arméniens, on voit la haine dans leurs yeux. Je crois pas ça, et tous les Turcs que j'ai vus, quand ils disent à la fin que je dédie le film à mes camarades turcs, ils pleurent aussi. Je crois. Mais enfin, c'est mon avis après, et puis bon, vous pouvez ne pas le partager. En tout cas, moi je pense qu'effectivement, je fais œuvre utile, indépendamment d'ailleurs de la date du centenaire ou pas. Alors aujourd'hui, il est très important qu'on le dise à nos auditeurs, qu'il faut aller cette semaine, sans trop tarder, parce qu'il est important pour participer au débat. Pour participer au débat, ouais. Et surtout pour voir le film, parce que c'est quand même, quoi qu'on en dise, c'est l'histoire de ces générations qui ont vécu les années 70-80. Chacun aura son interprétation, mais en tout cas, ce sont des moments forts dans l'histoire de notre lutte pour la reconnaissance et au-delà de la reconnaissance. Alors, quels sont vous avez parlé du public, vous avez parlé de certains Turcs, leurs réactions. Que disent les critiques aujourd'hui ? C'est plutôt bien. En fait, je dis c'est plutôt bien. Bon, France Culture, c'est un film France Inter, vous le savez, donc parrainé par France Inter, et le Nouvel Obs, France Culture, France Info, tout ça s'est très bien passé. Europe, puis bon. Et les télés aussi, etc. La presse et les seules réserves qui existent, enfin les cahiers c'est bien tout ça, j'ai quelques réserves formelles par rapport, c'est-à-dire d'ailleurs qui précisément rejoignent ce qu'on est en train de dire. Il y a quelques critiques, plutôt d'ailleurs intellectuelles, encore que, je veux dire, Les Inrecuptibles par exemple aiment beaucoup, pour prendre une revue, j'allais dire un peu à la mode et très parisienne. Mais il y a quelques critiques qui effectivement me reprochent le didactisme. Je suis évidemment pas du tout d'accord avec elle, avec ces critiques-là. Moi, je pense que tout film intéressant contient effectivement une part de didactisme. Et contient une part de pédagogie, même. Oui. Moi, je veux dire, les films que j'aime, j'ai voulu. D'abord, je l'ai voulu, oui, bien sûr. Mais je crois même plus généralement, comme spectateur, je n'aime que les films où j'apprends quelque chose. Une petite chose, parfois une grande chose, parfois une chose énorme. Mais quand je vois un film, je veux qu'il m'influence dans ma vie. Je veux qu'il transforme quelque chose, donc je veux apprendre quelque chose. Ou comprendre ou apprendre. Bon, ce qui, dans ce cas-là, revient à peu près au même. Donc c'est vrai que les seules réserves que j'ai, elles sont plutôt de l'ordre cinématographique. Alors il y a parfois du premier degré. Par exemple, le nom de celui qui incarne, selon vous, Agop Agopian, il s'appelle Vrej. Vrej signifie vengeance. Oui. Donc vous faites des raccourcis, peut-être pour expliquer certaines choses que vous avez envie de transmettre, mais sur le plan cinématographique, enfin vous le direz mieux que moi, est-ce que c'est quelque chose une forme répandue de transmettre un message ? Non, la plupart du temps, le cinéma contemporain ne dit rien du tout. Voilà, je dirais, j'ai 90% de ce qu'il y a sur les écrans est nul. Donc je peux aussi dire ça. Donc il y a aucun message, il y a rien. Et le terme message au cinéma, en tout cas depuis 20 ou 30 ans, apparaît comme un mot maudit. Le cinéma ne doit rien dire. Alors évidemment, d'abord c'est faux, parce que le cinéma, même lorsqu'il prétend ne rien dire, dit quelque chose. Car le cinéma dit toujours quelque chose. Il suffit de filmer, de mettre une caméra dans une rue et de choisir de filmer 1 minute ou 2 ou de cadrer comme ça ou comme ça, et on dit quelque chose. On dit quelque chose du monde dans lequel on vit quand on filme. Le fait même de filmer est une parole, en fait, est un acte. Donc dire je fais du cinéma de divertissement où je ne dis rien, où il n'y a pas de message, est un pieux mensonge. En fait, les gens qui disent ça sont soit des menteurs, soit des crétins, quoi. Je veux dire, voilà. Soit les deux. Parce qu'il arrive que les gens cumulent les deux défauts. Donc moi je fais des films effectivement où il y a des messages, il n'y a pas un message, il y a des messages, il y a des envies effectivement de questionner le monde et de le comprendre mieux, il y a des envies, j'essaie de faire en sorte que le cinéma nous aide à vivre, voilà. Je considère que l'art doit nous aider à vivre, bien entendu. Alors, un des débats, je reviens, malgré moi, c'est... oui, je sais que ça vous travaille. Ça me travaille beaucoup, non, mais c'est dans ce sens-là que les opinions, il faut les travailler. Et tout le débat, aujourd'hui encore, de la communauté arménienne, que ce soit des Arméniens ou d'autres, c'est de travailler, comme on dit, l'opinion publique.
il faut avoir la sympathie de l'opinion publique. Et aujourd'hui, on a des luttes auxquelles vous partagez, que vous partagez. Vous participez à des manifestations, vous êtes toujours présent. Aujourd'hui, quel est le moyen, selon vous, pour attirer l'attention de la communauté internationale envers nos problématiques, qu'il s'agisse du Rarapar, où rien n'est résolu encore, et qu'il s'agisse de la reconnaissance du génocide dans une Turquie qui est de plus en plus négationniste avec ce nouveau pouvoir qui se met en place. Je crois qu'il y a deux manières, en fait, essentielles. Donc, d'une part, raconter le mieux possible notre histoire, avec toutes ces contradictions, d'ailleurs, évidemment, mais en précisant bien, d'ailleurs, et en montrant bien d'où elles viennent, ces contradictions. Donc, raconter notre histoire et les stratégies qu'a mis en place ce peuple dans le monde entier pour survivre. Et donc, ça, c'est la première manière, et le raconter partout, pour peu à peu essayer d'encercler diplomatiquement, comme je dis, de manière un peu militaire, mais encercler diplomatiquement la Turquie, c'est-à-dire pour obtenir, parce que les gens connaîtraient notre histoire, de plus en plus de reconnaissance du génocide par d'autres pays que la Turquie. Ça, c'est peut-être le premier point. Et le second, je pense que c'est effectivement une alliance, une recherche d'action commune, en fait, en tout cas, avec les forces, effectivement, démocratiques turques, qui revendiquent d'ailleurs la reconnaissance du génocide aussi. Évidemment, je pense au HDP, parce qu'on parle beaucoup du HDP depuis les deux dernières élections, celle où il a fait presque 14%, et là, il a hélas, effectivement, mais bon, on ne sait pas dans quelles conditions, mais il a soi-disant perdu des voix. Soi-disant. Bien entendu, puisque dans le climat qui existe aujourd'hui en Turquie, les choses ne sont pas très faciles pour ce parti-là, bien sûr. Alors, dans ce film, il y a aussi beaucoup d'humour, grâce à Simon Abkarian, qui est un personnage qu'on a peut-être souvent connu dans nos familles. Il y a toujours le père qui est un peu plus carré, la maman qui défend une autre cause. Et je dirais même, la maman, elle est très sensible à la cause du fils. Elle adopte le message. Elle aurait pu être elle-même militante si elle était jeune. Oui. Je crois. Oui, elle dit ça. Mais probablement, là aussi, c'est-à-dire quand on construit après une famille, si vous voulez, j'allais dire au cinéma, donc dans le processus de fabrication d'une famille, là, je fais une famille recomposée, si vous voulez, pour faire un jeu de mots. C'est donc je prends des éléments. C'est vrai qu'elle est un peu héritière de sa mère, quoi. Oui. Et sa mère est effectivement plutôt enragée. Voilà. Mais elle a vécu le génocide, sa mère. On apprend au détour d'une phrase, d'ailleurs, ce qui lui est arrivé un peu plus tard à Beyrouth, quand elle le raconte, effectivement. Oui. Et c'est horrible ce qui est arrivé à Sam, voilà. Et donc, probablement, dans la transmission de mère à fille, comme ça, effectivement, elle est beaucoup plus vindicative, en fait, et c'est vrai que si elle avait eu 20 ans, peut-être, elle se serait engagée dans la lutte armée aussi. Et elle va jusqu'à dire que son fils a raison quand son fils, effectivement, se fâche avec son père sur, justement, à ce propos-là, au propos de la lutte armée. Et en même temps, comme tout père, comme ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur les parents, évidemment, dès qu'ils s'engagent, par contre, elle mesure effectivement qu'elle risque de le perdre. Alors, fils-là. Dans ce film-là, il n'y a pas un premier rôle apparemment, il n'y a que des premiers rôles, oui. Parce que tout le monde est mis en valeur dans un rôle très particulier, avec un personnage vraiment particulier à chaque fois. Et là, je voudrais qu'on parle de deux personnages, puisqu'on a parlé de Aram, on a parlé des parents, Anaïd, et le jeune Français qui oui. La victime de cette bombe, la victime innocente. Parce qu'il y a une autre victime, c'est l'ambassadeur de Turquie à Paris, sachant que, entre parenthèses, la Zala n'a jamais tiré sur un ambassadeur, n'a jamais tué un ambassadeur. C'est l'autre mouvance qu'il a fait, mais... oui, sur le pont Birakem, et ailleurs. Et ailleurs. Donc, parlons de ces deux personnages. Anaïd, vous l'avez trouvée où, cette jeune Libanaise? Non, la jeune Libanaise, tout simplement, elle est assez connue. C'est une jeune actrice, mais au Liban, elle est assez connue. Elle travaille beaucoup dans le monde arabe, parce que elle parle évidemment, comme beaucoup de Libanais, magnifiquement français et anglais, mais
mais sa langue maternelle, c'est effectivement c'est l'arabe. Elle joue beaucoup dans des films égyptiens, dans des films. Et vous la faites parler dans un français arménisé. Oui. Je lui ai dit de prendre, mais ça, elle sait bien. Elle a des amis à Bourg-Jamoud, elle a des amis arméniens, etc. Elle sait comment ils parlent le français, et elle a fait cet effort-là de parler de cette manière-là. Elle est superbe. Elle était là, elle était à Paris il y a quelques jours. Et je vais la retrouver au Liban, puisqu'on va présenter le film au Liban le 8, 9, 10 décembre. Et donc Grégoire le Prince Ringuet. Donc elle s'appelle Razan Jamal. Oui. Et Grégoire le Prince Ringuet, c'est le jeune Gilles. Oui. Qui va aller chercher donc le bourreau, celui qui a été à cause de son malheur, il perd ses capacités de marcher. Oui. Et là, on est dans l'histoire d'un autre personnage, un journaliste espagnol, qu'une bombe de la Zala, en explosant, a failli lui faire perdre sa vie. Il a perdu que ses jambes. Il est allé à la recherche de son bourreau. Tout à fait. On est dans cette histoire. Oui, je me suis inspiré totalement, et c'est même Gouriaran, il le sait d'ailleurs, hein, puisque on est amis, on s'est vus, on a présenté le film en Espagne aussi, déjà, il y a 2 semaines. On a fait toute une journée d'interview tous les deux, il a vu le film et tout ça, et d'abord, je trouve que c'est un homme extraordinaire, et parce qu'effectivement, quand il a perdu ses jambes, tout le temps de la réparation, comme ça, de l'hospitalisation, quand il est sorti du coma, enfin, il est resté longtemps, très très longtemps à l'hôpital. Pendant tout ce temps-là, en fait, il a voulu comprendre ce qui lui était arrivé. Donc, il a voulu comprendre les motivations, en fait, de ces jeunes gens. Et il s'est mis à travailler la question arménienne, à apprendre, quoi, la géographie, l'histoire de l'Arménie. Alors que comme Gilles dans le personnage, il savait même pas que l'Arménie existait. Il savait même pas où c'était. Vaguement, il croyait que c'était une zone géographique. Tout le monde a entendu le mot Arménie, mais enfin bon. Voilà, il savait même pas où c'était. Et il travaille à tel point qu'il découvre une cause, il découvre une histoire à laquelle il adhère, c'est-à-dire il dit cette cause est juste. Hein. Ce qui s'est passé est terrible, cette cause est juste, je la comprends. Et il a voulu donc aller effectivement rencontrer les gens qui l'avaient posé cette bombe. Et au bout de quelque temps, il est arrivé à les rencontrer, et il a passé un certain temps, je sais plus, une semaine, enfin, ou plusieurs jours, à parler avec eux, et à essayer de les convaincre qu'effectivement leur stratégie n'était pas la bonne, mais qu'ils partageaient leur cause, en fait. Évidemment, ils lui ont demandé pardon à la fois. Et aujourd'hui, il est, José Gouriaran, chaque année, autour du 24 avril, il fait une tournée en Espagne de conférences. Il est un des défenseurs les plus virulents, les plus acharnés de la reconnaissance par l'Espagne du génocide arménien. Mais ça veut pas dire qu'il faudra en faire d'autres, des victimes innocentes, parce qu'il faut pas espérer que tout le monde sera un Gouriaran. Tout le monde ne sera pas à la hauteur de Gouriaran, et bien sûr. Alors, vous redessinez les décors du Beyrouth des années 70, et là, vous êtes vraiment, il n'y a pas de caricature, on est dans l'ambiance de cette ville, de cette capitale libanaise. Oui. Comment vous avez pu constituer ces lieux? Enfin, il y a des quartiers qui existent encore, qui sont... Des petits bouts, c'était assez difficile, hein, parce que ils reconstruisent à toute allure aussi. Oui. Hein, donc, quand on va à Beyrouth, je sais que vous connaissez Beyrouth aussi bien, mieux que moi, je pense. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'effectivement, la vitesse de reconstruction, il y a un immeuble détruit, et à côté un immeuble neuf. Sans arrêt, c'est comme ça. Donc, c'est assez difficile pour le cinéma. Bon, donc on a cherché, on a trouvé des lieux qui nous satisfaisaient. Et à ce moment-là, c'est vrai que, bien entendu, on a travaillé avec des gens de Beyrouth. C'est-à-dire que la connaissance, c'est vrai que vous avez raison, je crois que dans le moindre détail, de costumes, de manière de jouer des enfants dans la rue, qui ont inventé cette balançoire, là, dans la cour, par exemple, des choses comme ça, sont des choses que les gens avec qui j'ai travaillé ont vécu. Je veux dire, les personnes qui ont fait les costumes là-bas ou qui ont fait le décor là-bas, c'est des gens qui sont nés à Beyrouth, qui ont connu la guerre civile, qui ont connu les années 80. Qui sont suffisamment âgés pour avoir connu cette époque-là. Donc j'ai tout simplement travaillé avec des Beyrouthais. Alors, par rapport à Marseille, juste une question par rapport au lieu de tournage, parce que on connaît un petit peu les quartiers arméniens. Est-ce que vous étiez à Saint-Loup, à Saint-Antoine? Non. En fait, non. J'ai juste tourné, comme vous l'avez vu, un petit peu dans 2 églises. La plus vieille église de Marseille arménienne, qui est une toute petite église dans les quartiers nord. Et là, c'est là où il y a l'enterrement de la grand-mère. Voilà, j'ai tourné dans cette minuscule église, et dans la plus grande église de Marseille, qui est l'église du Prado. Où il y a justement cette stèle qui représente dans les années 80, et quel courage à ce moment-là de l'administration française d'avoir laissé, certes, dans un terrain privé,
privé, il faut le dire. Mais quand même. Mais vous savez que le texte est vrai, hein, là aussi. C'est-à-dire que le personnage qui dit vous pourriez pas laisser pousser un peu la végétation pour qu'on voit un peu moins de l'extérieur, ce qui est écrit sur la stèle, c'est quelque chose qu'effectivement un envoyé du ministère de l'Intérieur a dit à un responsable arménien de cette église à ce moment-là. Et là, c'est là qu'on voit que la diplomatie turque travaillait bien quand même si là, ils n'ont pas réussi, mais ça, c'est un échantillon de ce qu'ils ont pu faire pendant 100 ans auprès du Quai d'Orsay et de tous les quais d'Orsay du monde. Et les CRS qui rentrent dans l'église, évidemment. Là, voilà, vous avez exagéré un petit peu. Non, voilà typiquement, oui, je sais bien, mais voilà typiquement une liberté qu'on doit prendre au cinéma. C'est-à-dire, comme vous le savez aussi, ça s'est passé rue Jean Goujon, ça s'est pas du tout passé à Marseille. Bon, moi j'ai mis cette histoire à Marseille pour des nécessités donc fictionnelles. Et à l'extérieur. Voilà. À l'extérieur. Oui, à l'extérieur. Bon, ils sont restés à l'extérieur, mais sur le parvis. J'ai des photos. Oui. J'ai des photos. Oui, ils sont sur le parvis, moi je les fais rentrer sur le porche. Oui. Voilà. Mais parce que c'est du cinéma, il faut bien qu'il y ait quand même un minimum de qualité cinématographique. Hein. Donc c'est vrai que je les fais faire 3 pas de plus que dans la réalité, et je les mets à Marseille alors que ça s'est passé à Paris. Voilà le type de ce que j'appelle justement des libertés qu'on peut prendre sans contresens. Alors vous avez dit, dans l'histoire du XXe siècle, il y a des moments forts, c'est le génocide. Pour vous, la lutte armée, c'est un autre moment fort. Oui. Et le troisième moment fort, c'est l'indépendance de l'Arménie. Bien sûr. Vous avez voulu, c'est pas la première fois, vous avez dédié un film, Voyage en Arménie, donc à ce pays, il y a quelques années, qui n'a pas plu beaucoup à tout le monde, je dirais, surtout aux autorités arméniennes, de montrer certains visages de l'Arménie d'aujourd'hui. Oui. Mais au public arménien, oui. Oui. Et là, vous voulez montrer absolument, on sent que il n'y avait pas forcément une raison particulière de montrer ce pays-là, mais vous l'avez fait. Vous avez voulu montrer que l'Arménie existe et que la grand-mère qui est d'une région de l'Arménie occidentale, vous amenez quand même ses cendres en Arménie orientale. Est-ce que là, il n'y a pas un faux pas? Non, ça, c'est vrai que pour tout Arménien qui se respecte, si vous voulez, ça tient pas debout. Voilà. Parce que, voilà, mais bon, c'est pas qu'il se respecte, pour tout Arménien qui connaît ça par cœur. Voilà. Pour le public. L'Arménie, c'est l'Arménie. L'Arménie, c'est l'Arménie. Donc, effectivement, les cendres sont ramenées, elle dit quand même tout au long du film, elle dit qu'elle est née à Marmachel, etc. Oui. Bon, mais c'est des, comment dire, c'est du scénario, c'est de là, bon, voilà. Si vous voulez, il y a une autre détail, alors, que vous n'avez pas relevé. Si, les territoires occupés. Oui, non, mais ça, c'est une blague classique. Bon, chez les Arméniens, hein, de dire, bon, là, bon. C'est la Turquie, non, c'est l'Arménie occupée. Voilà, ça, c'est une vieille blague arménienne, je pouvais pas. Oh, c'est pas une blague du tout. Non, c'est pas une blague, en plus, c'est une blague. Dans toutes les blagues, il y a une part de vérité. Donc, puis je voulais finir quand même sur une note, au fond, évidemment, optimiste, en fait, sur une ouverture. Voilà. Donc, il y a un peu ce sourire à la fin, hein, je veux dire, de Grégoire d'ailleurs, de Gilles, qui joue Gilles. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Il y a une chose que vous n'avez pas vue. Dites-moi. Par exemple. C'est que sur la carte, hein, lorsque Simon Abkarian fait un cours de géopolitique dans son épicerie. Ah oui. Bon. Sivas est rentré effectivement dans l'Arménie du traité de Sèvres. Et Sivas n'y était pas. Ça, c'est une blague d'ailleurs que m'a fait mon décorateur, qui n'est pas arménien du tout, il est de Roubaix, il s'appelle Michel Van Destier. Mais il m'a dit, comme je sais que ton grand-père est de là-bas, je t'ai mis Sivas dans l'Arménie du traité de Sèvres. Voilà. Voilà le type de liberté, si vous voulez, que je prends, avec humour, etc. Et bien, je peux presque faire une blague avec vous aujourd'hui en disant, vous n'avez pas vu que Sivas n'est pas à sa place. Vous avez raison, je ne l'avais pas remarqué, voilà. Mais maintenant que vous le dites, ce sera pour la prochaine fois, parce que c'est un film qu'on peut voir plusieurs fois. Oui, je pense qu'on peut prendre plaisir à voir certains films plusieurs fois, et ça, c'en est un. Oui, j'espère que ce que vous dites est vrai, je crois. Oui. Robert Guédiguian, merci pour votre présence à EPFM. Donc c'est un film qu'il faut voir, c'est la première semaine, et la première semaine compte beaucoup pour que, justement, le grand public découvre ces histoires de fous, si je peux le dire ainsi, où on parle du génocide, de Némésis, de cette révolte de la jeunesse arménienne dans les années 70-80. Nous avons forcément, sur cette antenne arménienne, voulu avoir un regard, et nous ne pouvions pas faire autrement que d'avoir ce regard aussi politique. Non, mais il le faut, hein, il le faut. Voilà. C'est vrai qu'on est plus entre spécialistes.
Voilà, Bien sûr. parce que parfois on a envie de dire, même si 30, 40 années sont passées, que les bombes dans les poubelles, c'était pas ce qu'on voulait, mais on soutenait les opérations ciblées. Et c'est ça qui fait l'éthique aussi de la lutte armée depuis ce remontée à l'Iriane. On est absolument d'accord. Merci Robert Guédiquian. Merci à Et vous. bon vent Merci. à ce film. Nous sommes de purs révolutionnaires. Solitaires, indépendants, orgueilleux et fiers. Aucune force au monde ne pourra salir notre lutte ni épuiser notre volonté. Vos pères se vengeaient comme Tellerian. Et au moins, ils ont tué une cinquantaine des 500 criminels de la liste qu'ils avaient établie. Depuis, plus rien. Votre génération a renoncé. Vous êtes vos propres fossoyeurs. Soyons les héritiers de Tellerian et finissons son œuvre de justice. Justice pour le peuple arménien. J'ai toujours dit que j'étais arménien. Mais je n'ai jamais trahi personne. Je te respecte pour ça. Et pour le reste, tu me méprises. Mais on a toutes les raisons de penser qu'il s'agit de terroristes arméniens. Aram a mené à cet attentat. Il est parti rejoindre la lutte armée. Et à Beyrouth. Je suis arménienne. Je voulais vous demander pardon. Je me fous du peuple arménien. C'est peut-être mon fils qui vous a fait ça. T'as déjà blessé ou tué quelqu'un d'innocent? Tu dois arrêter d'y penser. Les vrais âmes pensent. La plupart des Arméniens sont contre la violence. La plupart sauf votre fils. Qu'est-ce qu'il veut, Gilles Tessier? Il veut parler à Aram. Fais ça pour moi. C'est de la folie. Il y a des pages qu'on ne tourne jamais. Si Gilles veut voir son bourreau en face, je le comprends. Et son bourreau, c'est mon fils, figurez-vous.